Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Voilà comment on va procéder pour ce soir. Je vais commencer par me présenter mon parcours. On va ensuite présenter Luxembourg et nos différents programmes de formation. On va s'attaquer ensuite au sujet principal de la soirée qui est le trading professionnel versus le trading amateur. Le dernier chapitre vous sera présenté par notre invité Quentin Viard. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir parmi nous ce soir. Et c'est un coach et un spécialiste de la performance et du mindset. Pour finir, on passera aux questions. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez. Aucune question ne restera sans réponse. Alors, je me présente, je m'appelle Yacine, je suis coach trader et cofondateur de Luxembourg, la première trading arcade présente au Luxembourg. Et tout comme vous, rien ne me prédestinait à faire ce métier. Je viens absolument pas du monde de la finance. Je suis ingénieur industriel de formation et j'ai eu la chance de travailler pour de grands groupes industriels comme le groupe Saint-Gobain à Paris ou le groupe Keter au Luxembourg. J'ai découvert le trading en 2015. C'était lors d'une conférence de trading à Genève à laquelle j'avais assisté par hasard. Et mes 2 années qui ont suivi, mes résultats en trading ont été catastrophiques. Donc, j'avais suivi des formations sur Internet. J'ai commencé par des formations gratuites, ensuite des formations payantes, mais mes résultats sont restés toujours catastrophiques. Et à ce moment-là, j'avais deux options devant moi. La première option était de dire que le trading n'est absolument pas fait pour moi. Et la deuxième, c'était de ne pas baisser les bras et de continuer. C'est ce que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi de me former de façon professionnelle auprès de vrais trading arcade. Donc, j'ai fait le tour des trading arcade qui se trouvent en Europe, entre Paris, Genève et Londres. Ça m'avait coûté à l'époque, je pense, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait un grand fossé entre le trading amateur et le trading professionnel. Euh, j'ai ensuite créé Luxembourg pour partager dans un premier temps ma propre expérience au trading, mais également pour partager tous les enseignements que j'ai reçus durant ces dernières années. Alors, Luxembourg, c'est quoi? C'est la première trading arcade présente au Luxembourg. Nous sommes un centre de formation agréé, donc autorisé par l'État du Luxembourg à donner des formations dans la finance de marché. Ce qui nous permet de vous délivrer une attestation à la fin de votre formation, en présentiel ou à distance, qui peut bien vous servir plus tard dans votre carrière professionnelle. Notre programme de formation en présentiel va se dérouler dans nos locaux à Luxembourg City. Vous serez encadré et coaché par des traders expérimentés durant 2 à 8 semaines de formation en fonction de vos disponibilités. Vous disposerez de votre propre trading desk avec accès à tous les marchés et une plateforme de trading professionnelle pour mettre en pratique sur simulateur toutes nos stratégies de trading au carnet d'ordre ainsi que nos techniques d'analyse et d'investissement sur le marché action. Vous serez en mesure d'analyser les différents contextes économiques et de configurer des logiciels de trading professionnels. Vos performances seront analysées quotidiennement pour vous donner toutes les chances de mener à bien votre projet et ainsi obtenir votre autonomie d'analyse sur les marchés financiers. Donc, voici généralement comment on procède. En premier lieu, on organise un entretien téléphonique qui va durer à peu près 30 minutes, à travers lequel on va définir ensemble votre profil de trader. Le but serait de vous orienter vers le programme de formation le plus adapté. Donc, pour nos programmes de formation en ligne, on retrouve le programme de formation Trading au carnet d'ordre sur les marchés futurs. C'est une formation qui nous a pris plus d'une année à être réalisée pour n'oublier aucun détail. Cette formation permet un apprentissage complet pour la maîtrise des outils professionnels de trading tels que le carnet d'ordre, le market profile ou le tape reading, par exemple. Des séances de coaching également peuvent être proposées. Ce sont 5 jours que vous allez passer avec moi, matin et après-midi. On travaillera ensemble en toute transparence.
Je partagerai mes écrans avec vous. J'explique chacune de mes positions sur le marché. C'est du live trading. Et vous poserez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Notre deuxième programme de formation en ligne, c'est l'investissement long terme sur les marchés des actions. Cette formation sera disponible dès le mois prochain. Vous pouvez déjà la réserver aujourd'hui en précommande sur notre site. Cette formation vous permettra de comprendre les fondements de l'investissement institutionnel, de sélectionner des actions à fort potentiel et de composer vous-même votre portefeuille d'actions et d'en faire la gestion derrière. Alors, cela signifie quoi? Signifie que pour certaines personnes qui ont aujourd'hui des économies qui dorment dans leur compte bancaire ou sur un livret A qui, à mon sens, n'apporte pas grand-chose aujourd'hui et qui souhaitent faire de l'investissement boursier, à travers cette formation, ils vont être en mesure de composer eux-mêmes leur portefeuille d'actions. Nos stratégies se basent sur deux points essentiels. Le premier, c'est l'analyse des états financiers de l'entreprise. Ce qu'on cherche, ce sont des entreprises saines. Donc, on va analyser la valorisation, la profitabilité de l'entreprise, la liquidité de l'entreprise, l'endettement de l'entreprise, mais on va surtout analyser à travers plusieurs ratios comment elle est positionnée par rapport à ses concurrents directs. Est-ce qu'elle arrive toujours à gagner des places de marché? Comment elle est positionnée par rapport à son secteur d'activité également. Et le deuxième point le plus essentiel pour nous, c'est l'investissement institutionnel. C'est savoir comment procèdent les institutionnels, donc les traders de grands fonds d'investissement ou de grandes banques d'affaires, sur cette action. Est-ce qu'ils font qu'augmenter leur part dans cette action durant, par exemple, les 6 derniers mois, ou au contraire, ils ne font que se débarrasser de leurs actions de plus en plus. Ce qu'on veut, ça va être des actions qui vont être possédées à plus de 80% par les institutionnels. On ne veut pas des actions dans lesquelles on va retrouver majoritairement que des particuliers. Notre programme de formation Investissement en Action permet de bien comprendre les différents types d'investissement et donc d'être en mesure d'établir soi-même son profil d'investisseur et choisir le type d'investissement le plus adapté. Donc en fonction de notre taille de capital, en fonction du risque qu'on souhaite prendre et également en fonction du temps qu'on souhaite consacrer à notre investissement en action, on va être en mesure de choisir le type d'investissement le plus adapté à notre profil. Je donne un titre d'exemple. Si nous avons une personne qui a un petit capital et qui souhaite l'investir sur les marchés des actions sur le long terme, mais par contre, il dispose d'assez de temps et souhaite investir de façon plus active. Donc dans ce cas de figure, nous avons une personne avec un petit capital qui souhaite prendre quelques risques, mais aller chercher beaucoup plus de profit. Et donc le type d'investissement le plus adapté à ce profil-là va être le value investing et donc investir sur des value stocks. C'est un type d'investissement dans lequel on va chercher des actions qui ont perdu récemment de leur valeur, malgré que leurs états financiers sont excellents, et surtout que la perception des institutionnels reste bonne. Donc on considère que c'est une action sous-évaluée par rapport à sa réelle valeur sur le marché. Et donc on va orienter et axer notre portefeuille d'actions sur des value stocks et donc des actions sous-évaluées. Un deuxième exemple, si nous avons un profil de personnes qui disposent d'un grand capital, qui ne souhaitent pas prendre beaucoup de risques et qui ne disposent pas de beaucoup de temps pour faire de l'investissement actif, le type d'investissement le plus adapté à ce profil-là serait les income stocks et donc investir sur des actions à dividendes. C'est un type d'investissement sur lequel on prend très peu de risques, mais qui nécessite un capital assez conséquent et surtout de la patience parce que c'est un type d'investissement sur le long terme. Et donc à travers cette formation, on va être en mesure de composer et d'orienter notre portefeuille d'actions vers des income stocks et donc des actions à dividendes. L'enseignement va être basé principalement sur les critères de choix de nos actions, que ce soit pour le value investing ou pour les income stocks, comment faire notre présélection, comment analyser les différents ratios et les états financiers,
Et comment être en mesure de repérer les mouvements des institutionnels sur ces actions-là. Donc, grosso modo, c'est à ça que sert cette formation d'investissement en actions. Donc, elle permet à des individus et des particuliers de pouvoir faire de l'investissement boursier, d'investir leurs économies sur des actions rentables sur le long terme et surtout de faire la gestion de leur portefeuille d'actions en sachant comment liquider une position ou comment consolider une position. Donc maintenant, on va s'attaquer à notre sujet principal qui est le trading amateur versus le trading professionnel. Tout d'abord, j'aime toujours commencer par cette question qui dit que pourquoi 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. C'est une statistique mondiale, on n'invente pas grand-chose. Et la question qui va être intelligente à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font, ces 90% des traders particuliers, pour perdre de l'argent? Tout d'abord, il faut décortiquer tout ce qu'ils font pour derrière faire tout simplement le contraire. Donc, je vous ai préparé un petit tableau pour ceux qui ont raté le dernier webinaire. Donc, c'est un tableau qui va nous permettre de comparer entre le trading amateur et le trading professionnel. Je vous invite vivement à prendre quelques petites notes parce que personnellement, si on m'avait présenté ce tableau-là de cette façon-là, ça m'aurait fait gagner 2 ans dans ma carrière de trader, tout simplement. Donc, le premier sujet que nous allons aborder, ça va être les produits dérivés. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un produit dérivé? Lorsqu'on veut faire du trading, donc de la spéculation sur les marchés financiers, nous n'avons absolument aucune intention d'acheter le produit en lui-même. Je donne un exemple simple. Lorsqu'on veut faire du trading sur le marché de l'or, par exemple, nous n'avons pas l'intention d'acheter des lingots d'or. Mais au contraire, tout ce qu'on veut faire, c'est spéculer sur le prix de l'or à l'achat ou à la baisse. Dans les produits dérivés, on va trouver plusieurs familles. On va trouver les CFD, qui sont les contrats forts différence. On va trouver les options et on va trouver les marchés futurs. C'est les 3 familles les plus connues. Majoritairement, les traders amateurs, on va les retrouver sur les CFD, donc les contrats forts différence. Pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est le message le plus véhiculé sur Internet. Il faut savoir que lorsqu'on est sur des plateformes comme eToro, par exemple, et qu'on souhaite faire du trading sur les matières premières comme l'or ou le pétrole, on est en train de trader des CFD à ce moment-là. C'est quoi le problème des CFD? C'est tout simplement que ce sont des instruments financiers créés de toutes parts par votre broker. Votre broker, c'est le lien que vous avez avec la bourse. Et c'est lui qui va exécuter vos ordres auprès de la bourse. Il faut savoir que les CFD manquent terriblement de transparence et de réglementation. C'est un produit, je rappelle, proposé par le broker, créé par le broker, avec ses propres règles et ses propres normes. À titre d'information, je rappelle que les CFD sont interdits dans plusieurs pays européens. Ils sont interdits aux États-Unis, qui est le pays le plus friand des instruments financiers. Donc, contrairement aux amateurs, les traders professionnels, eux, on va plus les retrouver sur les marchés futurs, ce qu'on appelle les contrats à terme. Alors, qu'est-ce que c'est? Un contrat futur, c'est tout simplement une entente entre un acheteur et un vendeur. Ces contrats futurs vont être négociés par une bourse. Donc, par exemple, pour le marché européen, ça va être l'Eurex, ou pour les marchés américains, ça va être le CBOT ou le CME. Et ces contrats futurs vont nous offrir une certaine transparence dans les transactions. Lorsqu'on parle de transparence, cela veut dire que toutes les transactions passent par une bourse. Et c'est ce qu'on appelle un marché qui est centralisé. Les marchés futurs nous permettent également d'avoir la profondeur de marché et donc de visualiser les intentions d'achat et de vente ainsi que les transactions réellement exécutées sur le marché. Tous ces éléments-là, nous allons les voir en pratique, en réel, dans quelques instants. Le deuxième sujet que nous allons aborder, ça va être les outils qu'utilisent les traders amateurs et les traders professionnels. Généralement, les traders amateurs
ils vont utiliser comme outil principal des chartes graphiques. On sait tous ce que c'est qu'une charte graphique. C'est tout simplement des bougies japonaises qui vont nous tracer le cheminement du prix, l'évolution du prix. Contrairement à ça, les traders professionnels vont utiliser des outils de trading professionnels tels que le carnet d'ordre, le market profile, le tape reading ou le footprint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un carnet d'ordre? Ce sera le premier outil que nous allons voir ensemble ce soir. Donc, voici à quoi ressemble un carnet d'ordre. Ici, par exemple, j'ai choisi un carnet d'ordre pour le ZN, qui est l'obligation américaine sur 10 ans. C'est le marché obligataire. Et ce qu'on peut voir à travers le carnet d'ordre, c'est qu'ici, sur la colonne grise, nous avons les prix qui ont été travaillés durant cette session de trading. Tout à gauche, nous avons ce qu'on appelle le volume profile. Alors, qu'est-ce que c'est que le volume profile? C'est le nombre de contrats exécutés depuis le début de session sur chaque niveau de prix. On voit à titre d'exemple ici notre POC sur le niveau de prix 131,195. Nous avons plus de 141 000 contrats qui ont été exécutés sur ce niveau de prix-là. Ici en bleu, nous avons ce qu'on appelle les bids, donc les intentions d'achat. Donc, ce sont des contrats en attente d'exécution sur chaque niveau de prix. Et ici en rouge, nous avons les asks ou les intentions de vente. Et ce sont également des contrats en attente d'exécution sur chaque niveau de prix. Au milieu, on retrouve ce qu'on appelle l'inside print. Ce sont les contrats qui sont exécutés instantanément sur le marché alors que je vous parle. Le deuxième outil qui va nous intéresser et qui est très utilisé par les traders professionnels, ça va être le market profile. On va voir tout de suite un exemple. Voici à quoi ressemble un market profile. Donc, sans rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un market profile et à quoi il va nous servir, j'aimerais juste partager avec vous un détail, c'est que c'est un outil très peu connu du monde amateur. Par contre, dans le monde professionnel, c'est un outil qui est indispensable. On voit ici que nous avons un profil qui est composé de lettres colorées et un profil qui est composé d'un histogramme bleu. L'histogramme bleu signifie les volumes échangés lors de cette séance de trading par niveau de prix. Donc, il nous apporte cette notion de volume. Et à gauche, nous avons l'histogramme, un profil composé de lettres et qui va nous apporter le temps que le marché a passé sur chaque niveau de prix. Les deux réunis nous donnent un profil du jour. Donc, à quoi va nous servir ce market profile? Tout simplement, il va nous servir à préparer notre séance de trading. C'est uniquement à travers le market profile, et moi, personnellement, je me dis comment j'ai bien pu trader avant sans cet outil-là. Il va nous permettre de définir, dès les premières minutes d'ouverture du marché, si on va assister à une séance de trading, à un marché qui va être volatile et déséquilibré, ou bien on va assister à un marché qui va être en équilibre, qui va ranger toute la journée. En fonction de cette information-là, on va adapter notre taille de position, on va adapter notre stratégie de trading. Donc, c'est une information pour nous traders qui est précieuse. Il va nous permettre également d'avoir des niveaux de prix dans lesquels on peut entrer en position avec une précision chirurgicale et également une probabilité de gain et de succès qui est énorme. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le carnet d'ordre ou le market profile, vous pouvez tout simplement aller sur notre site internet, vous inscrire pour l'initiation gratuite. Vous aurez droit à plusieurs cours qu'on diffuse totalement gratuitement et qui vont tout simplement vous permettre de comprendre et d'apprendre à analyser et de lire
des outils professionnels tels que le carnet d'ordre en market profile. Le troisième outil que j'aimerais aborder avec vous ce soir, ça va être le tape reading. Alors, qu'est-ce que c'est que le tape reading? C'est ce qu'on voit ici à droite. C'est un outil qu'on va toujours associer à notre carnet d'ordre. Il va nous permettre quoi? Il va tout simplement nous permettre de comprendre, de décortiquer un peu ce qui se passe ici dans l'inside print. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a un grand institutionnel, donc un trader avec une grande puissance de frappe, un trader de chez BlackRock ou d'une grande banque d'affaires qui rentre dans le marché et qui balance des contrats, qui balance des lots de 500 contrats, de 1000 contrats, ou bien est-ce qu'on a plusieurs traders petits qui balancent qui exécutent 10 contrats sur le marché à la fois. Donc, en fait, c'est à travers cet outil-là qu'on va être en mesure de repérer lorsqu'on est un grand trader, donc une grosse main, ce qu'on appelle ça dans le jargon. Donc, il va nous permettre de repérer lorsqu'un trader institutionnel entre dans le marché. Lorsqu'on n'est pas en position, c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'il va nous permettre de rentrer en même temps que cet institutionnel-là. Et donc, on va augmenter notre probabilité de gain. Au contraire, si on est déjà dans un trade et qu'on voit ici à travers le tape reading que nous avons un trader en face qui balance plusieurs milliers de contrats sur un niveau de prix, à ce moment-là, on va vite quitter notre position pour éviter de l'affronter. Là encore, à travers l'initiation gratuite, vous pouvez avoir beaucoup plus de détails sur tous ces outils-là. On va donc revenir à notre tableau. Et le troisième sujet, ça va être les instruments financiers. En ce qui concerne les traders amateurs, on va plus les retrouver sur des instruments qui sont très volatiles, principalement. Donc, ça va être par exemple le DAX, qui est l'indice allemand, qui regroupe les 30 plus grandes capitalisations allemandes. Ça va être le Nasdaq ou le SP500, qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Alors, c'est quoi le point en commun entre ces marchés-là, dans lesquels on va trouver majoritairement des amateurs? C'est que ce sont des marchés très volatiles qui vont procurer, on va dire, beaucoup de sensations fortes, qui font que monter et descendre. Mais le problème, c'est que ce sont des marchés qui sont très dangereux pour des traders novices, pour des traders qui ont un petit capital. Gardez à l'esprit, et c'est une statistique mondiale, que pour un trader qui dispose d'un capital de 3 000 euros, par exemple, sa durée de vie sur un marché comme le SP500 est de 4 jours. Ce serait quand même bête de perdre son capital assez rapidement, alors qu'il existe d'autres marchés qui nous permettent de trader en toute sécurité. Et c'est là où on va retrouver principalement les traders professionnels. Donc, les traders professionnels, on va les retrouver sur des marchés lourds, ce qu'on appelle des carnets lourds. Ce sont des marchés comme le Bund, qui est l'obligation allemande sur 10 ans, l'Eurostoxx, qui est l'indice européen par excellence, qui regroupe les 30 plus grandes capitalisations boursières européennes. On va également les retrouver sur des marchés comme le ZN ou le ZB. Ce sont tous les deux des bons de trésor américains. Le ZN, c'est le bon de trésor américain sur 10 ans et le ZB sur 30 ans. À titre d'exemple, je vais vous montrer à quoi ressemble un carnet léger. Donc, ça va être le DAX, par exemple, et un carnet lourd qui va être le ZN. Alors, ici à gauche, nous avons, à titre d'exemple, le marché du DAX. On voit ici au niveau des bids et des asks que nous avons à peine 14 ou 20 contrats en attente d'exécution. C'est ce qu'on appelle un carnet léger. À droite, nous avons le ZN, qui est l'obligation américaine sur 10 ans, et on voit que sur chaque niveau de prix, nous avons au moins 4 000, voire 6 000 contrats en attente d'exécution. Alors, cela veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle un carnet lourd. Cela veut dire que ce genre de marché, comme le DAX, ce sont des marchés qui peuvent être facilement manipulables. Pourquoi je dis ça? Si nous avons un trader institutionnel qui arrive sur ce marché-là du DAX avec 500 contrats, on imagine bien qu'il peut
acheter facilement sur plusieurs niveaux de prix tous les contrats qu'on voit ici au niveau des asks et on peut voir le DAX partir rapidement à la hausse. Par contre, si le même trader décide de venir avec 500 contrats, 1000, 2000 ou 5000 contrats sur le marché du ZN, on peut voir clairement que ça va être très compliqué pour lui de manipuler ce marché-là parce qu'il va être exécuté sur le prix qu'il souhaite car c'est un marché qui est très liquide. Même s'il arrive avec 5000, 10 000 contrats, à peine il peut pousser ce marché-là sur un niveau de prix, pas plus. Donc, on va revenir maintenant sur notre tableau pour nous continuer notre comparatif. Le quatrième sujet, ça va être l'analyse. On sait tous que pour les traders amateurs, leur analyse va plutôt se faire avec de l'analyse qu'on appelle l'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse technique? Je vais vous montrer un exemple. Ici, par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'analyse technique. Donc, c'est une charte graphique avec des bougies japonaises. Et en bas, on va voir des indicateurs techniques comme le RSI, l'MACD, le stochastique. Et généralement, lorsqu'on cherche à nous former sur Internet, c'est sur ce genre d'indicateurs qu'on va être formé. Alors, c'est quoi le problème de ces indicateurs? C'est quoi le problème de l'analyse technique en général? Le problème, c'est tout simplement que ces indicateurs ne prennent pas en compte dans leur calcul les volumes échangés entre les acheteurs et les vendeurs, comme ce qu'on a pu voir à l'instant sur les carnets d'ordre. Et donc, l'information qu'ils vont nous transmettre va toujours être en retard. C'est-à-dire que le coup est déjà tiré. Au moment où ils vont nous envoyer le signal pour qu'on rentre en position, c'est à ce moment-là où généralement le marché se retourne. Donc, contrairement à ça, lorsqu'on veut voir sur quoi base leur analyse les traders professionnels, c'est principalement basé sur les volumes échangés entre les acheteurs et les vendeurs. C'est principalement basé sur les intentions d'achat et les intentions de vente qu'on peut voir sur nos carnets d'ordre. On est bien d'accord que toutes ces informations-là, qui sont très précieuses, on ne peut les avoir qu'avec la transparence que nous offrent les contrats futurs. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir sur des bougies, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir sur des chartes graphiques et ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à travers des indicateurs techniques. Le cinquième sujet que nous allons aborder ensemble, ça va être le money management. Alors là, c'est vraiment le sujet sur Internet qu'on va trouver à toutes les sauces. Et en règle générale, ce qu'on va trouver, c'est qu'il demande aux traders amateurs de toujours ne jamais risquer plus de 10% sur un trade, de positionner un stop loss derrière une résistance ou un support connu, et à eux de s'adapter en fonction de la volatilité du marché, à eux d'adapter leur taille de position. Le problème, c'est que ces règles standards ne prennent pas en compte le contexte de marché dans lequel on va se trouver. Si on passe voir comment on procède pour la partie money management, les traders professionnels, on va voir que la stratégie de money management va être principalement basée sur le contexte de marché. Tout d'abord, il faut déjà être en mesure de définir dans quel contexte de marché on se trouve. Je vous rappelle qu'à travers le market profile, d'ailleurs, on l'utilise que pour ça, il va nous permettre de définir avec une grande probabilité le contexte de marché dans lequel on va se trouver ce jour-là, dès les premières minutes de la vie du marché. Donc, le contexte de marché, j'aime bien donner l'exemple d'un pêcheur. Si on est un pêcheur et qu'on veut aller pêcher un beau matin et qu'on voit que toutes les conditions sont belles pour une bonne séance de pêche,
est-ce qu'on va utiliser la même méthode de pêche que si on arrive à la mer et qu'on la trouve très agitée avec des rafales de vent violents et des vagues de 10 mètres? Tout simplement, on est bien d'accord qu'on ne va pas utiliser la même méthode de pêche dans les deux contextes. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle de trading. C'est-à-dire que lorsque, dès les premières minutes du marché, on est en mesure de déterminer le contexte de marché le plus probable ce jour-là. Et on va dire qu'aujourd'hui, le marché va être plutôt équilibré et donc peu dangereux, peu volatile. À ce moment-là, on va trader avec l'ensemble de nos contrats et trader également avec des stop-loss très rapprochés. Donc, on va adapter nos stratégies au contexte de marché. De la même chose, de la même façon, si dès le départ, on voit qu'on va faire face à un contexte de marché différent, volatile, dangereux, à ce moment-là, on va adapter notre taille de position. Si, par exemple, nous avons l'habitude de trader avec 6 contrats sur le marché, à ce moment-là, on va baisser notre taille de position pour trader uniquement avec un ou deux contrats. Également, notre stop loss va se retrouver derrière un grand volume, mais va se retrouver un peu éloigné pour éviter que le marché nous sorte brutalement. Donc, nos règles de money management ne sont pas standards. Nos règles de money management devraient toujours être pensées en fonction du contexte de marché dans lequel on se trouve. Notre sixième sujet, ça va être la discipline. Alors, les traders amateurs ne vont avoir malheureusement aucune discipline. Quand je dis ça, je veux dire quoi précisément? C'est qu'ils vont trader uniquement lorsque eux, ils ont du temps. Lorsqu'on fait du trading sur les marchés futurs, il faut savoir que ce sont des marchés qui sont centralisés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont des horaires d'ouverture et des horaires de fermeture. Les traders amateurs, généralement, ils ne vont pas respecter les couloirs horaires optimales sur chacun des marchés qu'ils vont trader. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est un couloir optimal? C'est généralement les 2 heures qui vont suivre l'ouverture d'un marché. Lorsqu'on trade un marché comme le Bund, donc un marché européen, on sait que l'ouverture du marché se fait à 8 heures, et donc de 8 heures à 10 heures, ça va être le couloir horaire optimal. Pourquoi il est optimal? Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que les traders institutionnels qu'on cherche, avec lesquels on veut rentrer en position, font leur mouvement dans ces plages horaires. C'est-à-dire entre 8 heures et 10 heures, c'est à ce moment-là, on va voir le plus de traders institutionnels qui vont faire leur mouvement sur les marchés européens. Même chose pour les marchés américains, comme le ZN ou le ZB, leur ouverture se fait à 14h20 heure de Paris, et c'est entre 14h20 et 16h20 qu'on va trouver le plus de traders institutionnels qui vont faire leur mouvement sur le marché. Et là encore, ce qu'on recherche, c'est de les repérer à travers le carnet d'or, à travers cette profondeur de marché que nous offrent les marchés futurs, à travers le tape reading, et c'est à ce moment-là qu'on va prendre des positions en même temps qu'eux, lorsqu'on va leur repérer leur mouvement sur le marché, et ainsi on va augmenter notre probabilité de gain sur chacun de nos trades. Donc le trader professionnel, lui, va avoir une discipline de fer. Ça veut dire quoi une discipline de fer? Une discipline de fer, c'est tout simplement une rigueur et une routine qui va s'appliquer tous les jours. Par exemple, tous les jours, à partir de 7h30, on va commencer par la préparation de notre session de formation, notre session de trading. Pardon. On va utiliser des outils comme le Market Profile pour ça. Et dès 8 heures, une fois que le marché est ouvert, on va appliquer les stratégies que nous avons déjà prédéfinies. On va respecter les couloirs horaires. On va éviter de trader lors des annonces économiques. On va éviter de trader lorsque le marché est violent, très volatile, avec très peu de contrats échangés. C'est exactement ce genre de détails qui font que la discipline est le pilier essentiel pour réussir dans le monde du trading. Et le dernier sujet que nous allons aborder, ça va être la psychologie.
Pour un trader amateur, la psychologie va être faible. Pourquoi cela? Tout simplement, il faut savoir que ce qui régit le comportement humain dans le monde du trading, ce sont deux choses, la cupidité et la peur. Lorsqu'on gagne 2 trades de suite, on devient cupide. Et généralement, nous avons de grandes chances que pour le troisième trade, on va le prendre sans vraiment réfléchir, sans avoir les validations du marché nécessaires pour rentrer en position, et on va risquer de perdre tout ce qu'on a gagné avant. La peur, c'est lorsqu'on a perdu, par exemple, 2 trades consécutifs, et à ce moment-là, on va avoir peur de récupérer nos pertes et de quitter notre position rapidement lorsque le marché ne nous donne pas raison. Généralement, lorsqu'on perd un trade et qu'on n'est pas armé psychologiquement pour faire face à ce genre de situation, on ne va pas être en mesure, on ne va pas avoir le courage de couper notre position rapidement. Pourquoi? Parce qu'on va toujours croire que le marché va finir par nous donner raison. Donc, au lieu de sortir avec 100 euros de perte, on va se dire le marché va finir par me donner raison. À ce moment-là, on va sortir avec 1000 euros de perte. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous faire, ce que j'essaie à travers ce tableau de vous communiquer, c'est que je veux que vous soyez immunisés contre tout ce que vous pouvez trouver sur Internet au sujet du trading. Donc, à partir de demain, si sur Internet, vous voyez qu'on ne vous parle pas des marchés futurs, qu'on ne vous parle pas des outils de trading tels que le carnet d'or, le market profile, qu'on ne vous parle pas de marchés liquides tels que le Bund, l'Eurostoxx ou les marchés obligataires, qu'on ne vous parle pas de la notion de volume dans le trading, tout ce que j'ai à vous demander, c'est de fuir. Parce que vous allez perdre énormément de temps et vous allez perdre aussi votre argent. Cet argent-là, vaut mieux offrir des vacances à votre famille avec, plutôt de le dépenser bêtement chez un broker. Et donc, en vue de toutes ces choses que nous venons de voir à l'instant, j'ai envie de vous dire, voilà pourquoi 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. Comme ça paraît logique. On voit que les deux mondes n'ont absolument rien à voir en commun. Ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Lorsqu'on voit les traders amateurs, on a l'impression qu'on joue du badminton et que pour les traders professionnels, ils jouent du tennis. C'est deux disciplines qui n'ont rien en commun. Donc, gardez un seul message dans votre esprit, c'est qu'il est temps que vous arrêtez de dessiner et que vous commencez enfin à réellement trader. Maintenant, nous avons fini cette première partie. Je vais donner la parole à notre cher Quentin Viard. Quentin, ça va être bientôt à toi. Alors normalement, là, vous devriez m'entendre. Ah, pas de souci. Canon. On t'entend très bien, Quentin. Bon, génial. Merci beaucoup, Yacine. Est-ce que tu penses que tu peux mettre la vidéo, qu'on voit ma tête? Ce sera plus simple. Alors, je vais essayer, mais malheureusement, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est autorisé sur Zoom, hein. J'aurais bien Normalement, aimé. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ta tête aussi, mais… normalement, tu peux le faire, mais après, il n'y a pas de problème. Euh, ok, bah, je te laisse regarder une petite minute. Moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer parce que j'avais compris qu'il y avait un timing et qu'on avait grosso modo jusqu'à 20 h. Donc, Exactement. déjà, bonsoir à tous. Je suis super content d'être avec vous ce soir. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai la visibilité dessus, donc je pourrai y répondre. Tu as abordé plein de sujets super intéressants. Et tu vois, ça me fait rebondir sur quelque chose. Alors déjà, moi, pour la petite histoire, je suis un ancien de la banque privée. J'ai évolué pendant 8 ans dans le monde de la finance et du wealth management. Et depuis maintenant 3 ans, en fait, j'ai accompagné des banques privées. Mais surtout, euh, maintenant, 80% de mon activité consiste à tous les métiers liés à la performance.
Mon rôle, en fait, c'est d'accompagner mes clients, donc souvent des professionnels de l'investissement, mais il y a aussi des sportifs et des entrepreneurs, sur tout l'aspect amélioration et optimisation de leur performance. Et, et pour moi, il y a un gros parallèle avec le sport. Et c'est super intéressant, Yacine, justement, ce que tu as montré dans le défilé de ton tableau, c'est que tu montes beaucoup au début l'aspect technique, les outils. Et donc, ouais, effectivement, super, merci. On voit vraiment une scission. Au début, il y a vraiment les outils qui sont utilisés. Après, c'est les tactiques qu'on va utiliser. Et à la fin, plutôt tout l'aspect mental. Dans le sport, en fait, on parle de 4 piliers dans tout ce qui est préparation mentale. On va parler du pilier technique, tactique, physique et mental. Et en fait, moi, ça, je l'applique avec mes clients parce que je me rends compte que on peut le transposer à quasiment n'importe quoi. Aujourd'hui, dans les entreprises, la performance et tout le coaching des personnes en termes d'énergie, de performance et d'amélioration de leur croissance, même que ce soit de la croissance de l'entreprise, sont, manquent vraiment à, enfin, excusez-moi, ont tout intérêt à apprendre plutôt des outils qui sont utilisés depuis des années en psychologie, en sport, car il y a une longueur d'avance énorme. Sur les métiers du training, pour moi, le parallèle, il est vraiment flagrant, car en réalité, on a, dans l'inconscient collectif, on a cette vision du trader qui est ultra sexy, le Golden Boy, qui est à New York. On a vraiment cette image de Wall Street, c'est ancré dans notre état d'esprit. Sauf que la vérité, elle est carrément à l'opposé. C'est un métier qui est très, je vais pas dire monotone, ce serait peut-être un peu fort, car émotionnellement, on vit beaucoup de choses, mais qui est très linéaire, qui demande une discipline énorme et qui doit rentrer dans des cases, clairement. Donc, si on n'est pas préparé à ce type de métier, ça devient très compliqué de performer, en fait, parce qu'il y a beaucoup de facteurs contre-intuitifs qui vont venir, effectivement, bloquer la performance. Pour moi, là, le premier piège que j'ai en tête, c'est que quand on est trader, on passe énormément de temps assis. On passe énormément de temps assis et physiologiquement, ça a des répercussions qui sont juste énormes sur le fonctionnement de notre corps, sur notre cognition et notre capacité à prendre des décisions. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est à chaque fois, je vais vous parler par exemple d'un piège qui me vient par rapport à des sujets qu'Yacine a abordés et vous donner en parallèle une petite astuce. Le but, c'est que mon intervention, elle soit opérationnelle, que vous repartiez avec des tools, avec des outils. Et le premier truc que vraiment je peux vous recommander par rapport à votre position assise, c'est déjà de comprendre quelque chose. Quand on est assis, quand en position statique, vous l'avez sûrement remarqué, très vite, la fatigue nous gagne. Et on se dit, oh là là, c'est le coup de barre, j'ai mangé ou je manque de café, ça fait trop longtemps que je suis assis, je suis trop fatigué, il faut que je fasse quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est un peu plus vicieux que ça. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes sous-oxygéné. Et la différence, elle est marquante. Car en fait, quand on est en position assise, il y a très peu de personnes qui le savent, mais c'est relaté dans différentes études très spécifiques sur la physiologie humaine, et notamment tout ce qui est l'appareil respiratoire. Quand on est en position assise, les 30% inférieurs de nos poumons sont comprimés par les viscères qui sont en dessous, et par notre diaphragme notamment. La problématique, c'est que 30%, comme ça paraît pas beaucoup. On dit, OK, je perds 30% de capacité respiratoire. OK, et quoi d'autre? Ces 30% inférieur de nos poumons, c'est ce qui contient, c'est ce qui génère plutôt 70%, ce qui contient 70% des alvéoles pulmonaires de nos poumons, et donc qui génère 70% de l'oxygène qu'on va avoir dans le sang. Donc en fait, quand vous êtes derrière votre ordinateur et que vous sentez un coup de barre, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes en manque d'oxygène. La problématique de ce manque d'oxygène, c'est que ça ralentit le flux sanguin. Ça fait qu'on a, ça c'est la position assise qui ralentit le flux sanguin. La problématique du manque d'oxygénation, c'est qu'on a moins d'oxygène dans le sang. Donc déjà, quand on prend ces deux facteurs et qu'on les additionne, ça veut dire que notre cerveau est moins bien irrigué et que le sang qu'il va recevoir, qui vous permet clairement de réfléchir, de prendre vos positions, vos bids, vos asks et de suivre vos stratégies, vos réflexions en deviennent amoindries car votre cerveau est aussi moins bien oxygéné. Je ne sais pas si ça vous parle, mais là, ça paraît pas grand-chose, mais juste le fait, vous voyez, moi je sais que j'ai un chronomètre, toutes les 50 minutes, je me lève, quoi que je fasse.
Il y en a qui ont dû entendre parler de la méthode Pomodoro, où on travaille 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes. J'ai testé différentes méthodes de productivité. Et en fait, le croisement de la productivité et de la physiologie montre souvent que 50 minutes de travail avec 5 minutes de pause derrière, c'est un schéma qui fonctionne très bien. Bien sûr, il faut tester, il faut itérer pour vous, hein, pour voir ce qui vous convient le mieux. Mais souvent, en fait, 50 minutes, ça permet de rentrer dans un schéma de concentration forte. Je ne sais pas si vous connaissez les notions de flow, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est Mihaly donc c'est un le chercheur polonais qui est je ne sais plus s'il est polonais d'ailleurs, qui est à l'initiative, en fait, plutôt à la base de ses recherches sur les conditions de flow. C'est ce qu'on appelle la zone dans le monde du sport. C'est quand on rentre dans un état de concentration très profond, dans lequel on devient imperturbable et très efficace. Les choses nous paraissent relativement simples, on perd la notion du temps. Dans les métiers de trading, c'est ultra important. Et pour arriver à cette notion de flow, en moyenne, en coupant toutes les distractions autour de nous, il nous faut à peu près 20 minutes. C'est pour ça que je vous dis que 50 minutes de travail intensif, c'est très bien, car en fait, on peut rentrer dans cet état de flow, bénéficier de 30 minutes, faire une pause de 5 minutes et reprendre pour un autre bloc de 50 minutes sans avoir totalement perdu le fil. Yacine parlait de discipline. Ça peut être une discipline que vous devez, c'est une routine, une habitude que vous pouvez implémenter au quotidien. Ça va paraître simple la manière dont je le dis, mais sincèrement, le tenir, c'est très compliqué car on est dans un monde, et surtout vous qui êtes ultra connecté, dans un monde où vous êtes confronté à des informations à la minute, à la seconde. Et si vous voulez être efficace, il va falloir arriver à filtrer ces informations. Donc, dans un premier temps, déjà, ce que je vous propose, c'est pour pas tomber dans ce piège de la sous-oxygénation et donc de la perte de capacité cognitive, c'est ne pas rester assis trop longtemps, de faire des pauses régulières, 50 minutes de travail de deep work, vraiment profond, 5 minutes de pause. Et par contre, ces 5 petites minutes de pause, elles sont vraiment primordiales. Pendant ces 5 minutes, levez-vous, marchez, bougez, sautez, faites des pompes, buvez un coup, allez vous balader, respirez 2 minutes. Le but, c'est de réoxygéner aussi votre cerveau. Mais ces 5 minutes ne doivent rien avoir à voir avec le boulot que vous avez fait avant. Si pendant 5 minutes, vous avez été sur votre stratégie ou vous avez été sur les marchés, coupez pendant 5 minutes. Regardez pas vos mails, allez pas sur Instagram, allez pas sur LinkedIn. Faites pas autre chose, vraiment, ressourcez-vous. On n'est pas dans une démarche de allez, c'est le moment de la reward, c'est le moment de la récompense, je suis là pour me faire plaisir. Non, on est dans une optique de discipline. Le but, en fait, c'est d'optimiser votre énergie, c'est d'optimiser votre rendement pour qu'à la fin de la journée, vous soyez moins fatigué. Car au final, ça va être la capacité à gérer votre énergie. Et ça va être mon deuxième point qui va vraiment améliorer vos performances. Vous voyez, je vous parle de ce deuxième point, la gestion de l'énergie, pour moi, elle est extrêmement importante. Car à la base, je ne vous l'ai pas dit, moi, j'ai été gymnaste pendant 20 ans. J'ai fait du sport à haut niveau sur ces 20 ans, sur à peu près 7-8 ans, au niveau national et un peu européen. Et donc, naturellement, je me suis intéressé très vite à tous les sujets liés à la préparation mentale. Et c'est d'ailleurs pendant que j'étais encore dans l'univers de la banque privée où je me suis formé à la préparation mentale. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la préparation mentale, c'est plein d'outils, c'est plein de choses qui sont ultra, mais vraiment ultra importants, mais très méconnus du grand public et qui pourtant sont assez faciles à apprivoiser au quotidien et à mettre en pratique. La problématique, c'est que si on se focalise sur le mental et qu'on zappe l'aspect physiologique, donc tout l'aspect gestion de l'énergie, c'est une catastrophe. Car on va avoir des outils, mais si on se sent fatigué, si on a des coups de barre à n'importe quel moment de la journée, si on tourne au café, si on s'hydrate pas assez, si on dort mal, le mental, il a ses limites. Et ces limites, en fait, c'est ce que vous donnez à votre corps. Donc, ce que vous donnez à votre corps, c'est très simple. C'est de la bonne nourriture, fraîche, c'est de l'eau de manière régulière. On parle souvent allez, il faut boire 1 litre 5 par jour. Aujourd'hui, franchement, la majorité des études montrent que c'est quand même très peu, qu'on devrait plus tourner alors au-dessus d'1,5 litre, plutôt autour de 2 litres. Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais à 50 centilitres d'eau en plus, c'est une meilleure circulation sanguine. C'est
une meilleure circulation aussi de tout le circuit lymphatique qu'il y a au sein de votre corps, donc notamment qui a pour rôle d'éliminer les toxines. Et les toxines que le cerveau, enfin que le système lymphatique doit épurer, elles sont très présentes dans le cerveau. Notre cerveau, il représente 20% de la consommation de notre énergie au quotidien. 20-25%, c'est énorme par rapport à son poids qui représente que 2% de notre poids corporel. Mais vu qu'il demande énormément d'énergie, il génère énormément de toxines. Ces toxines, si elles ne sont pas évacuées, ça fait baisser vos performances cognitives. Ça fait baisser votre énergie, ça fait baisser votre capacité de raisonnement, ça fait baisser votre capacité à prendre des décisions, ça fait baisser votre capacité à réfléchir clairement et à vous concentrer. Donc, mangez correctement, prenez les conseils de ma mère, mangez vos brocolis, parce que les brocolis, hormis le fait qu'ils soient extrêmement bons pour la santé, ils sont pleins de nutriments, pleins de minéraux, et notamment ils accélèrent, ils ont des effets très bénéfiques sur l'accélération des capacités cognitives. Donc mangez du brocoli, buvez, mangez des noix, mangez peu de gras en fait et peu de sucre, peu de mauvais sucre, car c'est ce qui donne les coups de barre. Quand on parle d'optimisation de la performance, on parle de tout petits leviers. On parle de tout petits leviers. Et ces tout petits leviers, je vais vous prendre un exemple qui vient du sport. Aujourd'hui, une des meilleures équipes de cyclisme au monde, c'est l'équipe anglaise. Mais il y a 10 ans, c'était une des pires. C'était d'ailleurs les larisés du Tour de France et de plusieurs grands tours internationaux, car c'était un peu une des premières puissances mondiales, mais ils étaient juste catastrophiques. En termes de performance sportive, en cyclisme, ils étaient catastrophiques. Jusqu'au jour où il y a un nouveau general manager qui est arrivé et qui, en fait, avec l'université de Cornell aux États-Unis, a mené une étude sur plusieurs années. Et a dit, OK, on ne va pas mener de gros changements, parce que c'est un peu la mode dans toutes les grandes boîtes, toutes les grandes équipes, c'est quand il y a un nouveau coaching, quand il y a une nouvelle direction, tout doit changer. C'est plus une question d'ego, de se dire si la personne est partie et que moi j'arrive, c'est que l'autre faisait pas bien et moi je dois faire mieux. Mais ce general manager a eu la bonne idée de dire on va appliquer une règle, ça va être une règle des 1%. Tous les jours, on va changer 1% de vos habitudes et on va aller dans vraiment le détail des détails. Changer les maillots, changer les semelles des chaussures, changer l'axe de la selle, changer un tout petit peu l'entraînement, changer l'hydratation, excusez-moi, des cyclistes, changer la nutrition. Et en fait, il s'est rendu compte que petit à petit, en allant vraiment dans le détail du détail du détail, jusqu'à le poids des chaussettes, il a pu, en 3 ans, ça paraîtra beaucoup pour certains, parce qu'il y a des boîtes, si en 3 ans, tu n'as pas fait tes, quand je dis boîte, c'est des entreprises, des équipes sportives. Si tu n'as pas fait tes preuves en 3 ans, tu dégages. La problématique, c'est qu'en fait, tout le monde continue un peu à se foutre de lui, et je vais parler clairement, car ses résultats étaient juste minimes jusqu'au jour où l'équipe d'Angleterre a gagné son premier Tour de France, comme ça, en disant ils sont sortis de nulle part. Ça a été 3 ans de préparation. Et depuis, c'est toujours le même general manager. L'étude qui a été validée par la Cornell University est devenue une étude de référence sur les habitudes et sur l'importance des routines et des détails. Et ça, on le voit, c'est en touchant donc à ces tout petits leviers qui paraissent à première vue anodins et insignifiants qu'on arrive à une vraie performance. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Il y a plein de choses disponibles de manière gratuite sur Internet. Faites attention à votre sommeil. Ça, c'est un autre. C'est vraiment peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner, car ayant évolué dans le monde de la finance, alors c'est pas le trading indépendant, mais c'est vraiment l'univers de la finance corporate. Il y a une telle compétition, un tel besoin de performance, que souvent les personnes n'ont pas le temps de faire tout ce qu'elles doivent faire. Là, vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets, car en fait, c'est confondre l'important et l'urgent. Les personnes sont dans l'urgence, mais absolument pas dans la priorisation de ce qu'elles doivent faire. Et souvent, la première chose dans laquelle elles vont taper, c'est leur sommeil. Alors, leur sommeil et la qualité de la nourriture qu'elles mangent. Et en parlant de ça, en abordant ces sujets, souvent, en tapant directement dans ces deux choses, on se rend compte que ce sont les deux bases de la performance. La manière dont votre cerveau fonctionne, elle va dépendre de 2 facteurs. Ce que vous allez lui donner à manger et la qualité du sommeil que vous allez véhiculer, lui prodiguer. Car ce que vous allez manger, ça va lui apporter les bons nutriments pour réfléchir. Et on se rend compte que donc il y a différentes phases dans le sommeil, on ne va pas rentrer dans le détail,
Mais notamment quand on préconise un sommeil de minimum 6 heures, et ça, il faut connaître son chronotype parce que 6 heures, c'est pas bon pour tout le monde. Et il faut bien être au clair là-dessus. Moi, j'ai dormi 5h30 à 6 heures par nuit pendant longtemps, jusqu'à ce que je m'intéresse vraiment au sommeil et que je me rends compte que j'ai un chronotype qui est plutôt fait pour dormir 8 à 9 heures. Je sais, ça paraît énorme dans le monde dans lequel on vit, mais néanmoins, c'est ultra important car depuis que je dors 7h30, 8 heures par nuit, je m'en porte vraiment mieux. Et surtout, d'un point de vue physiologique, c'est il faut entre 6h30 et 7h30 à votre corps pour purger, pour que le système lymphatique en fait purge les toxines qu'il y a dans votre cerveau. C'est extrêmement important car si ces toxines en fait ne sont pas purgées, les connexions neuronales se font moins, la création de neurones se fait moins, les informations circulent moins vite. Il suffit de juste quelques millionièmes de secondes pour que vous sentiez un temps de latence énorme dans votre capacité de prise de décision. Donc les détails sont hyper importants. La qualité de votre sommeil, la qualité de votre nourriture, l'hydratation, extrêmement important. Et le dernier point, ça va être l'exercice. Bougez, levez-vous. Euh, Mieux vaut se lever 5 minutes et faire 10 pompes, quelques squats, aller faire un tour de pâté de maison pendant 5 minutes et reprendre le boulot que de vous lever pour vous rasseoir dans votre canapé et juste checker vos mails. Parce qu'au final, votre cerveau n'a pas de coupure. Je vous ai parlé pour l'instant donc de différents pièges liés à l'énergie, liés au fait d'être trop assis. Le dernier que j'ai envie d'aborder avec vous, et Yacine, dis-moi si je suis dans le timing, c'est bon? C'est peut-être en mute. Tu es bien dans le timing, Quentin. C'est Ok. toujours un plaisir de t'écouter. Bon, allez-y. Ouais, Pour aborder le dernier chapitre. n'hésitez pas si vous avez des questions. Et là, moi, je vais aborder un dernier point. Tout à l'heure, Yacine a parlé un peu de revenge trading et compagnie, ne vraiment pas tomber dans ces pièges. C'est le piège des émotions. Nos émotions, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est pas un truc magique qui se passe. C'est quelque chose qu'on vit en interne, mais qui est déclenché systématiquement par un stimuli extérieur. En fait, les émotions, il va y avoir une réaction hormonale où notre cerveau ou différentes parties de notre corps d'ailleurs vont sécréter des hormones. Ça peut être de la noradrénaline, de l'adrénaline, ça peut être de la dopamine, ça peut être de l'acétylcholine, ça peut être plusieurs choses. Et en fait, chacune de ces molécules va générer une émotion. Mais ces molécules, il faut bien avoir conscience qu'elles ont été déclenchées parce que vous avez perçu quelque chose à l'extérieur et elles sont en fait une réaction somatique. Donc, c'est votre corps qui réagit par rapport à un stimuli extérieur. Pour vous, ça peut être un bad trade, ça peut être une mauvaise position, ça peut être ne pas avoir suivi votre stratégie. Ça va engendrer de la colère, de la rage, parfois de la peur de louper une opportunité. J'étais avec un trader il y a 2 semaines au téléphone et il m'a dit voilà, qu'il a perdu une grosse partie de son capital parce qu'il. Alors en plus, c'est marrant parce que tu vois, Yacine, tu parlais de trading amateur, lui, il trade que sur le DAX. Donc ça m'a fait sourire quand j'ai vu que tu parlais de ça. Et en fait, il a loupé son point d'entrée à 2 minutes et il s'est laissé complètement déborder par ses émotions. Il a totalement perdu sa journée, il a pris une position trop tard, il a loupé sa stratégie. Enfin, en fait, il n'a pas du tout suivi sa stratégie, qui lui indiquait que s'il loupait le point d'entrée, il n'y allait pas. Il aurait pu faire un stop loss ou un stop follower. Il n'a rien fait du tout. Il s'est positionné trop tard dans la journée. Il s'est cassé les dents et ça l'a hanté. Je l'ai eu une semaine après ce moment, ça l'a hanté pendant une semaine. Ça, c'est toute la magie des émotions. C'est qu'en fait, une émotion, elle va durer grosso modo 90 secondes. Si on arrive au bout d'un moment, en fait, à la contenir. Si on n'arrive pas à la contenir, ou en fait, on la contient pas vraiment, en fait, on l'accepte et on fait avec, c'est le meilleur moyen de fonctionner. Ces 90 secondes, elles vont se transformer en plutôt 20 minutes. Car 20 minutes, ça va être le temps pour que votre niveau d'hormones, et par exemple le stress est notamment une réaction émotionnelle, que le cortisol, qui est notamment une hormone qui est liée au stress, soit évacué de votre système sanguin. 20 minutes. Ça peut paraître long, mais néanmoins, si vous ne mettez pas des pattern interrupts, des barrières, des moments, en fait, en préparation mentale, on appelle ça le switch, c'est vraiment changer d'état d'esprit, mettre une coupure nette et franche dans une émotion pour qu'elle cesse. Ces 90 secondes se transforment en 20 minutes, ces 20 minutes se transforment après en humeur. Et cette humeur, elle peut durer des heures, elle peut durer une journée, elle peut durer des semaines.
Alors faites très attention parce que le meilleur moyen au final de respecter sa stratégie, donc votre stratégie, effectivement, c'est de faire preuve de discipline, comme le disait Yacine. Mais je pense qu'aussi, elle doit être très simple. Vous devez la connaître par cœur. Et comme je le disais, vous devez être capable de créer ce que j'appelle des patterns interrupts. Alors c'est marrant parce que c'est un mot qui vient du marketing. C'est ce qui, quand vous êtes en train de scroller sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Facebook, euh, le pattern interrupt, c'est ce qui va stopper votre scroll et qui va vous poser car ça va attirer votre attention. Et le but, en fait, c'est de casser un schéma, un processus, un schéma répétitif. Donc, de casser une boucle. Cette boucle, c'est le scroll sur les réseaux sociaux. Moi, en coaching, en préparation mentale, le pattern interrupt, c'est une manière de switcher. Et il y a trois choses que vraiment vous devez savoir sur ça. C'est plutôt des petites techniques, des petites astuces que vous pouvez implémenter dès demain matin. Quand vous sentez que vous avez loupé quelque chose, que vous avez un pic de stress, que vous avez un pic de colère, que vous avez peur de prendre une position, c'est de bloquer. La première chose, c'est d'apprendre à s'observer. Ça, je le donne, c'est vraiment une recommandation, c'est même pas une astuce. C'est apprenez à vous regarder à la troisième personne. Quand vous vous sentez embarqué dans une émotion, prenez le temps de sortir de votre corps, de votre tête là, et essayez de vous observer, voir comment est-ce que vous réagissez. Est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que la réaction de colère est proportionnelle par rapport à ce qui vous arrive? Est-ce que la réaction de stress est proportionnelle par rapport à ce qui est en train de se passer autour de vous? Euh, J'aime bien parler de la règle des 5A, 5M. C'est de se dire que si, si ce qui est en train de se passer, ça n'impacte pas ma vie dans 5 ans, alors je ne dois pas y accorder plus de 5 minutes. Et vous vous rendrez compte que souvent, la plupart de vos trades loupés, vos bad trades, du revenge trading, ça n'impactera jamais votre vie dans 5 ans. Donc, n'y accordez pas plus de 5 minutes. Et le meilleur moment, c'est quand vous sentez que vous commencez à vous emballer. Quand vous commencez à serrer le poing, à serrer la mâchoire, à vous crisper sur le fauteuil, à raidir la nuque, à raidir le dos, c'est qu'il commence à se passer quelque chose. Ces schémas, ils sont répétitifs, ces schémas, vous les connaissez, ces schémas, vous les vivez au quotidien. Donc, apprenez à les reconnaître et créez des coupures franches. Mieux vaut s'éloigner. Yacine pourra me dire si je me trompe ou pas, mais c'est des conseils que j'ai donnés à des investisseurs, j'ai donné à des traders ou même à des personnes qui sont dans d'autres situations. N'hésitez pas à mettre une coupure franche, à vous lever et ne serait-ce que fermer les yeux, inspirer par le nez, 2 minutes, expirer par la bouche, juste couper. Créer ce schéma de rupture, ne serait-ce que 2-3 minutes et revenir à ce que vous étiez en train de faire. Déjà, ça vous oxygénera, donc ça vous permettra de mieux réfléchir, de prendre de meilleures décisions. Mais surtout, vous aurez créé un schéma de rupture qui, quand vous allez vous remettre devant votre tableau d'ordre, enfin votre carnet d'ordre, devant vos graphiques, et devant votre ordinateur en général, et vos multiples écrans, vous serez plus à même de prendre une décision rationnelle. Tenir une stratégie, faire preuve de discipline, c'est en fait arriver à saboter son hippocampe, saboter notre cerveau primitif en fait, et à vraiment arriver à rationaliser nos choix. On parle beaucoup de gestion émotionnelle, les émotions ne se gèrent pas, on fait avec. Néanmoins, il y a des techniques à travers la respiration, à travers donc les patterns interrupt, les switches, qui permettent de couper le stress. Et tu parlais de discipline, Yacine. Il y a quelque chose que je fais depuis des années. C'est quotidien, je le fais le matin et le soir. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et en fait, en échangeant avec différents traders, des professionnels, des propres traders, des traders de fonds d'investissement ou de hedge funds, et même des indépendants, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui marque euh, ceux qui réussissent de ceux qui réussissent pas. Donc effectivement, c'est les routines, mais c'est dans ces routines, ils tiennent un journal. Alors, ils tiennent un journal de toutes les positions qu'ils prennent dans la journée. Souvent, ils notent, ils mettent une note émotionnelle à côté, comment ils sont sentis sur cette position. Mais surtout, après, ils font du journaling, donc c'est de l'écriture libre, où ils vont débriefer leur journée, mais de manière émotionnelle. Et pour moi, c'est extrêmement important. Je le fais tous les soirs. Alors que je suis pas trader, hein. Là, pour le coup, moi, je suis juste coach qui suis vraiment spécialisé sur la performance et l'optimisation d'état d'esprit de mes clients. Mais le fait de, le soir, prendre ne serait-ce que 3, 4 minutes, 5 minutes
pour débriefer de sa journée. Ça permet de, en fait, poser les choses que vous avez dans la tête. Moi, j'aime bien dire poser le bordel que j'ai dans la tête et le mettre sur papier. Et en fait, à ce moment-là, vous faites un transfert. Ce transfert, il est important car il va vous permettre de débriefer rapidement de vos journées, d'apprendre à reconnaître au jour le jour les schémas récurrents chez vous, problèmes de gestion émotionnelle, problèmes de gestion de stress, problèmes d'énergie, baisse énergétique à telle heure, telle heure. Vous allez pouvoir le voir parce qu'il y a des schémas récurrents qui vont se poser sur le papier. Et en fait, surtout, ça c'est plutôt l'aspect psychologique, le fait de poser les trucs sur le papier, de poser votre journée, vos émotions sur le papier, ça fait qu'elles sont plus dans votre tête. Elles sont sur le papier. Vous refermez votre carnet, vous le mettez dans le tiroir, dans votre étagère, au dodo. Et le fait d'avoir transposé toutes ces informations, ça vous fera du bien, ça vous permettra de mieux dormir, donc d'optimiser aussi votre sommeil, de vous coucher moins stressé, moins tendu, avec moins de choses dans la tête. Et quand le moulin tourne moins vite, souvent on fait le meilleur rêve, ce qui permet d'être plus performant le lendemain. Et Yacine, je te propose de m'arrêter là-dessus. Alors, Quentin, merci beaucoup, beaucoup pour cette belle intervention. C'est toujours un plaisir de t'écouter. J'ai envie de dire que inviter Quentin Villard à un webinaire, c'est l'assurance d'avoir un webinaire d'une grande qualité. Donc là, on a Ah, mis quand même c'est gentil. on a mis la barre assez haut pour dire les choses comme ils sont. Je me retrouve absolument dans tout ce que tu dis, principalement dans l'hygiène de vie chaotique et les revenge trading. Si seulement tu pouvais savoir le nombre de fois où je suis tombé dans ces pièges-là. Il faut avouer une seule chose, c'est qu'on n'est pas armé mentalement pour affronter les marchés financiers et qu'il faut absolument repenser tout ça, arrêter de travailler uniquement l'aspect technique, mais également préparer son mental, son hygiène de vie et tous les points abordés aujourd'hui par Quentin si on veut obtenir les meilleures performances sur les marchés. C'est hyper intéressant, Yacine, ce que tu dis, car tu vois, je me suis rendu compte d'un truc à échanger avec des traders dernièrement. Souvent, quand j'échange avec des traders débutants qui ont 1, 2, 3 ans d'expérience, ils me disent que leur job, c'est 80% de technique, 20% de psychologique. Quand j'échange avec des personnes qui, comme toi, ont 6 à 10 ans d'expérience, ça va être non, non, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Et par contre, quand j'échange avec des personnes qui ont 15, 20 ans d'expérience, qui sont des traders reconnus, là, j'échange avec un prop trader, il gère 600 millions d'euros d'actifs, enfin 600 millions de dollars. Lui, clairement, il me le dit, mais moi, je suis une demi-heure par jour sur les marchés. Parce qu'en fait, mon job, mes routines, je les connais, ma préparation, je les connais. Mais aujourd'hui, mon travail, c'est 99% de psychologie et 1% de technique. Et je pense qu'en fait, plus la technique, plus elle est travaillée avec répétition, plus elle devient intuitive. Et plus, en fait, eh ben, le principal frein, on se rend compte que c'est sa psychologie, sa capacité à prendre des décisions, à bien gérer son stress, à garder une hygiène de vie et une bonne énergie qui, qui permet en fait d'avoir la bonne performance. C'est parfait. Je pense qu'avec tous les sujets que nous avons abordés ce soir, c'est un miracle qu'on puisse le terminer en à peine 1 heure. Donc, bravo. C'est un concentré d'informations vraiment d'une très grande qualité. Je vous invite vivement à suivre Quentin sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que Quentin Viard anime un podcast qui porte le nom de Hold Up. C'est très intéressant et je vous invite vivement à l'écouter. D'ailleurs, nous avons récemment fait un podcast ensemble. Je te laisse quelques minutes, Quentin, si tu veux parler de Hold Up vite fait. Ouais, bien entendu. Ouais. C'est vrai qu'avec Yacine, c'était quoi, il y a 2 semaines, 2, 3 semaines, on a tourné le podcast ensemble où justement on parlait un peu du trading et de l'impact psychologique et de l'importance de la performance personnelle, d'efficacité personnelle sur le trading. Euh, Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un ancien de l'univers donc de la gestion de fortune et notamment tout du monde de la finance. Mais ma passion, c'est vraiment la performance, c'est vraiment le coaching. Et donc, j'ai développé ce podcast qui s'appelle Hold Up. Et de manière simple, hein, c'est un podcast qui est à destination du monde de la finance, où on parle de performance, d'efficacité personnelle, de comment est-ce qu'on peut améliorer ses performances à travers des petites leçons de vie, des retours d'expérience, des interviews de personnes comme toi, Yacine, et aussi voilà, des astuces de coach que je partage, des astuces de préparateur mental,
des outils qui sont directement applicables. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ils sont courts, hormis notre interview. Les interviews sont en général plus longues, mais en général, les podcasts font 15-20 minutes. J'essaie de les rendre les plus simples possibles. Si vous voulez me suivre, LinkedIn, c'est le plus simple, c'est là où je suis le plus actif pour l'instant. J'ai un peu arrêté tout le reste. Donc, si vous voulez me suivre, c'est sur LinkedIn et sur mon podcast. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Yacine, Parfait. pour l'invitation. Parfait, avec grand, grand plaisir. Vous allez recevoir un mail avec tous les détails en ce qui concerne Quentin Villard, donc le lien direct vers le podcast Hold Up, le lien direct vers son profil LinkedIn. Donc, vous allez recevoir vraiment un mail ce soir même avec tous ces détails-là. Vous allez également recevoir un coupon de réduction sur l'ensemble de notre programme de formation en ligne. C'est un coupon de réduction qui a une durée de vie limitée de 48 heures, donc je vous invite à vous décider assez rapidement. Et vous allez également recevoir un lien pour la prise de rendez-vous avec nous, donc ce fameux entretien préalable qu'on fait obligatoirement chez Luxembourg. Donc c'est un entretien que vous allez avoir avec moi personnellement pendant 30 minutes et dans lequel on va ensemble définir votre profil de trader, définir votre profil d'investisseur. Il faut savoir, par exemple, si on a un jeune avec un petit capital, mais qui a beaucoup de temps à consacrer au trading et qui est très motivé, à ce moment-là, on va plus l'orienter pour faire du trading, sa principale profession. Donc, on va l'orienter vers le trading sur les carnets d'ordre, sur les marchés futurs. Si nous avons de l'autre côté un père de famille qui a un grand capital qui dort dans la banque et qui souhaite le faire vivre dans les marchés boursiers, mais à côté de ça, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer au trading, à ce moment-là, on va plus l'orienter vers l'investissement long terme sur le marché des actions. Le but, c'est tout simplement, à travers cet entretien-là de 30 minutes qu'on va avoir avec chacun de vous, c'est de déterminer votre profil sur le trader d'investisseur, de définir avec vous des objectifs atteignables sur le court et le moyen terme, et de définir la formation qui peut être le plus adaptée pour votre cas. Messieurs, dames, avez-vous des questions? Ça serait bien qu'on puisse en avoir quelques questions. On est là pour y répondre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les communiquer. Vous allez également recevoir l'enregistrement de ce webinaire par mail que vous pouvez revoir à tête reposée. Il y a énormément de sujets qui ont été abordés ce soir. Donc, ce serait vraiment intéressant de le revoir et de prendre quelques petites notes à votre convenance. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.